C'est l'info, votre double page info du week-end, Martha Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue sur C'est l'info 21e numéro. Cette semaine à la une, il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique. L'annonce de l'abandon du projet mercredi 17 janvier par le Premier ministre Édouard Philippe met un coup d'arrêt définitif à un débat vieux de 50 ans. Mais le choix fait par le gouvernement de préférer un réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique laisse de nombreuses questions en suspens. On en revient dans quelques instants. Pas un départ en fanfare, mais l'annonce d'une prise de distance assez ferme vis-à-vis de LR. Alain Juppé, maire de Bordeaux, a annoncé qu'il ne s'acquitterait pas de sa cotisation en 2018, tout comme il s'en était exonéré en 2017 à la suite des révélations autour de l'affaire Fillon. Toutes les explications avec Ludovic Vigogne. Il est journaliste au quotidien L'Opinion et traite justement l'actualité de la droite et de l'extrême droite. Et puis qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre ? On use et abuse du terme et en même temps on s'en méfie. Et dans le second temps, on a tendance à user du politiquement correct avec les œuvres d'art, souvent dénoncées comme synonyme de bien-pensance, de conformisme, voire de langue de bois. Le politiquement correct désigne la manière de parler pour ne déplaire à personne. Et c'est Ella Micheletti des Voix de l'Hexagone, nouveau partenaire de C'est l'info, qui viendra nous en parler en fin d'émission. Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce 21e numéro de C'est l'info. Il est temps désormais que l'État soit clair dans ses choix et ferme dans leur mise en œuvre. Instruit du dossier autant qu'il peut l'être et en étroite association avec le président de la République, le gouvernement a pris sa décision. Je constate aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Un tel projet d'aménagement, qui structure un territoire pour un siècle, ne peut se faire dans un contexte d'opposition exacerbée entre deux parties presque égales de la population. Les grands projets qui ont réussi dans les années récentes, qu'il s'agisse du viaduc de Millau, de la route Airbus entre Bordeaux et Toulouse, ou des lignes ferroviaires à grande vitesse à Nantes, à Rennes, à Bordeaux et ailleurs, se sont tous réalisés malgré des oppositions locales, parce qu'ils étaient largement portés et acceptés par la population. Notre-Dame-des-Landes, aujourd'hui, je le constate, c'est l'aéroport de la division. Et bien voilà effectivement les propos d'Édouard Philippe mercredi 17 janvier, il était 13h40 après un conseil des ministres exceptionnellement plus long. Édouard Philippe donc sous les yeux des journalistes, sous les yeux également de Gérard Collomb. Voilà donc l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, un projet vieux de 50 ans de turbulence qui est bien au commencement, bien avant les zadistes. Et nous avions justement à Notre-Dame-des-Landes des villageois guère enthousiastes à l'idée de voir décoller les avions de chez eux. Or en 70, la France était en plein boom économique et le Concorde faisait la fierté nationale. Le pays avait également besoin d'un grand aéroport à l'ouest de Paris, mais le projet est resté dans le sommeil durant de longues années avant, au début des années 2000, un certain nombre de décisions de justice. Alors on va ensemble aborder l'aspect politique de Notre-Dame-des-Landes, à commencer par la présidentielle. Et oui, il y a 6 mois, le 6 avril dernier, en référence à la consultation locale de juin 2016, au cours de laquelle 55,17% des votants s'étaient prononcés en faveur du projet controversé, Emmanuel Macron, alors candidat à l'élection présidentielle, avait été interrogé lors d'un débat par Bruno Retailleau, député Les Républicains, sur ce sujet. On écoute. Recours européen qui continue, vous le savez, ils sont en train d'être 170 décisions de justice favorables. Et donc, il y a eu un vote. Vous vous êtes exprimé très clairement, d'ailleurs c'est consensuel. La maire de Nantes était aussi comme vous pour. J'ai dit, mon souhait c'est de le faire respecter. 2, il y a une situation d'ordre public sur le terrain impossible. Alors 3, on cède au chantage. On Pardon ? va céder au chantage. Non, pas du tout. Vous allez nommer un médiateur. Non mais attendez. Vous avez nommé un médiateur. Vous me laissez pour répondre. écouter les zadistes. Non, je nomme un médiateur parce que je pense que ça peut faire descendre la pression. Mais je le nomme pour 6 mois maximum. Et à l'issue de ces 6 mois, je ferai évacuer la zone.
avec les forces de l'ordre qui s'imposent si on n'a pas réussi à faire baisser la pression. Simplement, moi, je ne suis pas un tartarin de Tarascon. Vous savez, c'est facile, les gens qui arrivent, qui disent « Bravage, sabre au clair, moi j'ai tué le lion en Afrique. » Ils n'ont jamais rien tué. On les connaît. C'est les mêmes qui disaient que l'État était en faillite, vous savez, il y a 10 ans. Oui. Donc c'est facile de dire « Moi j'enverrai l'armée. » Allez faire un Sivins puissance 10, parce que c'est ça. Donc moi, j'arrive. Je regarderai la situation. Dans le public, j'essaierai d'apaiser les choses. Je crois au dialogue. Je pense qu'on peut les apaiser en 6 mois. Si je n'y arrive pas, je prendrai mes responsabilités. Parce que je ne suis pas, vous connaissez mon tempérament, j'ai été peu de temps ministre. Mais moi, j'ai toujours mis mon énergie à faire plutôt qu'à durer. C'est ce qui me différencie de certains. Alors j'espère que c'est votre dernier mot. J'espère que c'est votre dernier mot. Mais j'en prends l'engagement. Voilà. Très bien. C'est de faire respecter ce vote. Mais j'espère que vous n'en changerez pas. C'est de le faire avec ma méthode et je n'en ai jamais changé. Justement. Voilà, donc c'était le 6 avril dernier, Emmanuel Macron qui paraissait donc pourtant pour ce projet d'aéroport. Depuis, effectivement, des rapports ont été commandés par Emmanuel Macron et Édouard Philippe, le Premier ministre. Et puis un mot de savoir ce que François Hollande pensait justement de l'avenir de ce projet d'aéroport controversé. Il avait déclaré dans le livre de Fabrice Lhomme et de Gérard Davet, un président ne devrait pas dire ça. Le plus probable est que ce projet ne verra jamais le jour. À l'époque, François Hollande était tiraillé notamment par Ségolène Royal qui souhaitait arrêter les frais. On va écouter à présent quelques réactions, à commencer par Sébastien Chenu. Il est député Front National du Nord-Pas-de-Calais. Nous sommes toujours opposés à ce projet qui était économiquement pas viable, écologiquement dangereux, et nos élus, Jean Goeschmann, Pascal Nicot, Émeric Merlot en région se sont toujours opposés à ce projet, et donc il fallait bien prendre une décision. Cette décision va dans le bon sens. Maintenant, quid de la suite? D'ailleurs, cette décision pose une question. Comment l'État en est-il arrivé là? Comment en sommes-nous arrivés à une telle décision, à une telle démission de l'État? Toutes ces années, l'effondrement des politiques, effectivement, Valls et Hérault d'aménagement du territoire amènent à ce résultat un peu piteux, puisque Emmanuel Macron fait l'inverse de ce qu'il avait dit pendant la campagne présidentielle. C'est déjà ça. Il va dans le bon sens s'il renonce à ce projet, mais c'était l'inverse de son engagement. Donc, quelle est la suite? Eh bien, la suite, c'est cette zone sur laquelle il faut que l'État revienne. C'est-à-dire, il faut que ça redevienne une zone de droit et non plus une zone à défendre. Il faut évacuer tout de suite, vous dites? Oui, il faut évacuer tout de suite. Ça ne peut pas être une zone à défendre, ça doit devenir une zone à dégager. Il faut dorénavant que l'État reprenne le droit, reprenne le contrôle de cette zone et que ces squatteurs délinquants s'en aillent. Et je pense que le gouvernement a cette mission et les Français l'attendent sur cela aussi. Et puis régler la question du financement, de ce que tout cela va coûter aux Français. Ouais, réaction également de Bruno Retailleau, lui-même député effectivement du Grand Ouest. On écoute justement sa réaction, c'était mercredi soir chez nos confrères de BFM TV. C'est la solution la moins courageuse, c'est la pente de la facilité. Les zadistes ont gagné désormais en France. On sait qu'on peut stopper un projet qui a reçu une déclaration d'utilité publique, qui a été validée par 179 décisions de justice, par un référendum, une consultation publique. On sait désormais en France que le recours à l'ultraviolence peut bloquer un projet. Je pense que ce sera d'ailleurs un tournant dans le quinquennat pour plusieurs raisons. La première, c'est que jusqu'à présent, Emmanuel Macron nous disait je vais dire ce que je ferai et je ferai ce que j'ai dit. Eh bien là, c'est l'inverse. Il nous avait promis d'évacuer, de faire de train des Landes. C'est une promesse qui n'est pas tenue. Voilà, et une autre question qui subsiste après effectivement l'abandon de ce projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est de savoir comment l'aéroport de Nantes-Atlantique va être agrandi et surtout dans quel délai. Édouard Philippe qui a annoncé que dans des délais rapides, l'aérogare de Nantes-Atlantique allait être modernisé et que les abords de piste seraient aménagés afin d'accueillir plus de passagers. On ignore toutefois les détails exacts de ce calendrier gouvernemental. Dans un second temps, la piste d'atterrissage de l'actuel aéroport nantais devrait être allongée afin qu'il puisse accueillir 9 millions de passagers par an à l'horizon 2040, tout en diminuant les nuisances sonores selon le Premier ministre. De leur côté, les médiateurs avaient rendu en décembre un rapport dans lequel ils écrivaient qu'une optimisation progressive des aménagements aéroportuaires pourrait se faire à partir de 2020, découpant en 3 temps les travaux de 2020 jusqu'à 2035. Quant au budget de cet aménagement de l'aéroport, les chiffres sont à prendre pour l'instant avec des pincettes, tant rien de précis n'a été évoqué dans ce dossier, mais les opposants de Notre-Dame-des-Landes estiment ainsi à 45 millions
d'euros le coût d'un réaménagement de la plateforme existante. Ses défenseurs estiment que ce projet pourrait coûter jusqu'à 340 millions d'euros. L'autre question, c'est de savoir si pour les Bretons, il y aura des conséquences sur le transport. Édouard Philippe a bien annoncé que l'aéroport de Rennes fera aussi l'objet d'un agrandissement pour mieux répartir le trafic aérien en Bretagne, si la région le souhaite, pour citer Édouard Philippe. Ce dernier a par ailleurs précisé vouloir travailler sur la complémentarité rail et air sans donner davantage de détails. Le chef du gouvernement a annoncé que les liaisons à grande vitesse qui relient la région aux aéroports de Paris seront fluidifiées et multipliées. Il faudra voir donc tout cela avec Elisabeth Borne, la ministre déléguée au transport, qui pour l'instant est déjà assez chargée. Autre question, celle de la zone à défendre, la ZAD. Installée sur les 1650 hectares du projet d'aéroport et occupée depuis 2009, les occupants illégaux devront partir d'eux-mêmes d'ici au printemps prochain et la fin de la trêve hivernale fixée au 31 mars, a annoncé le Premier ministre, faute de quoi les forces de l'ordre les délogeront. L'État appelle également à rendre la libre circulation sur les 3 routes qui traversent le site. Également dans l'actualité cette semaine, le président français et la première ministre britannique se sont rencontrés jeudi 18 janvier pour un sommet exceptionnel à Londres et Theresa May et Emmanuel Macron ont signé un traité contraignant le Royaume-Uni à accepter davantage de migrants, Londres s'étant dit prête à payer 50 millions d'euros de plus pour contrôler la frontière de Calais. En social et en économie sociale, les syndicats de PSA, Peugeot, PSA, Citroën, sont favorables à un projet de rupture conventionnelle collective. Le projet de 1300 ruptures conventionnelles collectives présenté par le constructeur automobile PSA a donc reçu l'aval d'une majorité de syndicats. A-t-on appris une première application de ce dispositif de départ volontaire issu de la récente réforme du Code du travail, un document qui sera officiellement signé en début de semaine prochaine. Et issu de la dernière réforme du Code du travail, ces ruptures conventionnelles collectives permettent en fait de supprimer des postes via des départs volontaires sans aucune justification économique. Elles nécessitent un accord signé par des syndicats représentant au moins 50% du personnel. Des sociétés telles que les Inrecuptibles ou encore le Figaro envisagent par exemple d'y recourir. A l'inverse, la chaîne de prêt-à-porter féminin Pimki a été contrainte d'y renoncer, faute d'accord avec les syndicats. Toujours en matière d'économie, Emirates commande à Airbus 36 A380 et prolonge ainsi l'avenir du gros porteur. Donc 36 exemplaires, 20 fermes de l'Airbus A380, un montant total de 16 milliards de dollars, une dizaine d'années de construction du côté d'Airbus, et la commande d'Emirates porte donc à 178 appareils le nombre de gros porteurs achetés par la compagnie Emirati. Une centaine a donc été déjà livrée. Surtout, donc elle vient surtout, cette annonce, sauver le gros porteur d'une mort presque annoncée il y a quelques semaines. Voilà pour les brèves de la semaine. On va se retrouver dans quelques instants. On parlera politique et politique à droite après donc la décision d'Alain Juppé de se mettre à l'écart du groupe politique Les Républicains. Va-t-il justement par la suite rejoindre La République En Marche et Emmanuel Macron? Ludovic Vigogne répondra à cette question et bien plus encore dans quelques secondes. Nous partirons également en Catalogne avec Franck Payavan qui est retourné donc de Pau à Barcelone cette semaine après une séance inaugurale du Parlement régional. Un parlement qui est majoritairement séparatiste. Et puis avec Alexander Seal, nous parlerons de la faillite exemplaire du numéro 2 britannique du BTP, Carillion. Restez donc avec nous sur C'est l'Info. Votre émission d'actualité de décryptage continue. Alors que certaines personnalités de droite
tels que Xavier Bertrand ou encore Dominique Bussereau ont récemment décidé de quitter le parti des Républicains, affirmant ne plus se reconnaître dans les valeurs prônées par ce dernier. Une nouvelle figure, et pas des moindres, de ce qui fut jadis l'UMP, a décidé de se mettre en retrait. C'est Alain Juppé qui a ainsi fait part de son souhait de prendre du recul vis-à-vis de la formation politique dont il avait contribué à la création en avril 2002 aux côtés de Jacques Chirac. Et donc à l'occasion de ses vœux à la presse, lundi 15 janvier, Alain Juppé a annoncé, je cite, « prendre du recul vis-à-vis du parti Les Républicains en attendant de voir ce que devient LR, notamment dans la perspective des élections européennes de 2019. » Alain Juppé s'est ainsi expliqué et a déclaré qu'il n'avait pas payé sa cotisation 2017 et qu'il ne payerait pas celle de 2018. Pour en parler, nous recevons Ludovic Vigogne. Bonjour monsieur. Bonjour. Journaliste politique au quotidien français L'Opinion, où vous êtes chargé du suivi de la droite et du centre. Vous avez écrit notamment « Ça m'emmerde ce truc, 14 jours dans la vie de Nicolas Sarkozy avec Éric Mandonnet en 2012 et puis Nicolas Sarkozy de Neuilly à l'Élysée en 2007 avec Bruno Jeudi ». Vous connaissez donc bien ce sujet. Est-ce justement ce départ d'Alain Juppé, mais également de Xavier Bertrand, de Dominique Bussereau, est-ce une étape de plus dans la refondation de la droite ? Alors je me permets de vous corriger, c'est pas encore tout à fait un départ. C'est comme vous le disiez, une prise de recul. Factuellement, dans sa tête, Alain Juppé considère toujours qu'il est membre des Républicains, qu'il n'en a pas encore démissionné. Alors peut-être ça viendra, sans doute cela viendra pour beaucoup. Que ce soit du côté de Laurent Wauquiez ou d'Alain Juppé, cela va venir. Mais c'est pas encore tout à fait un départ officiel dans les formes. Alors c'est vrai qu'avec Alain Juppé, toutes les questions partisanes sont toujours assez complexes. Il dit jamais les choses de manière très claire, donc c'est souvent prétexte à beaucoup d'interprétations. Mais pour l'instant, c'est pas encore un départ officiel en bonne et due forme. Oui, alors ce qui est intéressant quand même, c'est la manière dont tout cela s'est fait, cet acte donc d'arrêter de cotiser, alors que Alain Juppé aurait pu faire, comme le font traditionnellement les hommes politiques, une tribune ou quelque chose de plus classique, une interview télévisée. Qu'est-ce que justement cela souligne ? Qu'est-ce que cet acte de communication souligne ? Bon, d'abord, je pense que ça montre qu'on reste quand même dans le flou, parce que s'il avait voulu faire quelque chose de peut-être de plus solennel, il aurait fait une tribune à 20h, il aurait peut-être choisi de communiquer de manière plus cérémoniale, je dirais. Là, il jette un caillou supplémentaire un peu sur le chemin de Laurent Wauquiez. C'est pas une surprise. D'abord depuis la présidentielle et sa défaite à la primaire, et ensuite le feuilleton François Fillon, où il n'a pas réussi à revenir. Alain Juppé avait pris quand même beaucoup de champ avec les Républicains. Ensuite, dans la perspective de l'élection de Laurent Wauquiez, il en avait pris encore davantage. Il faut se souvenir que à la veille du premier tour, il avait annoncé qu'il voterait lui à titre personnel pour Maël de Calan, un des adversaires de Laurent Wauquiez. Et donc là, c'est une étape supplémentaire qui s'explique pour différentes raisons. D'abord des raisons de fond. C'est une évidence. Laurent Wauquiez et Alain Juppé ne défendent pas la même droite, notamment sur le plan européen, et c'est très important, parce que dans la tête d'Alain Juppé, c'est là-dessus que les choses vont se structurer dans les mois qui viennent. Et puis aussi pour des raisons personnelles. Je veux dire, en 2014, quand Laurent Wauquiez a vraiment commencé son ascension, il a clairement décidé d'incarner la ligne anti-Juppé. Bon, cela se paye un peu aujourd'hui. Voilà, Laurent Wauquiez est élu président des Républicains, mais Alain Juppé prend du champ avec les Républicains, avec sans doute un jour son départ. Oui, d'ailleurs, il se trame du côté des Républicains que Alain Juppé a attendu la fin de la campagne et des élections des Républicains pour annoncer donc le fait qu'il ne paierait pas sa cotisation en 2017 et en 2018. Et alors justement, Ludovic, quel avenir pour Alain Juppé désormais ? Est-ce que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on va entendre un coup de théâtre ? Alain Juppé rejoint La République En Marche pour notamment peut-être y diriger une liste pour les européennes. Quel avenir politique désormais ?
Alors d'abord, Alain Juppé est parler d'avenir politique. Il faut quand même, la biologie a un sens. Je veux dire, Alain Juppé a sa carrière derrière lui. Il a plus de 70 ans. La seule perspective qu'il a encore vraiment, c'est d'être élu une 4e fois maire de Bordeaux au municipal de 2020. C'est pas une question de semaine, c'est plutôt une question de mois. Je le disais, le grand rendez-vous, c'est les élections européennes de mai 2019. Ce sera un rendez-vous très important pour tous les acteurs politiques parce que ce sera le premier scrutin du quinquennat. Et donc, selon ceux qui en sortiront gagnants, ceux qui en sortiront affaiblis, les cartes seront forcément rebattues. Donc, pour Laurent Wauquiez, c'est un rendez-vous important parce que ce sera le premier scrutin depuis qu'il est président des Républicains. Pour Alain Juppé, c'est un rendez-vous important. Sur le fond, je le disais, parce que lui défend vraiment une vision très pro-européenne, très proactive sur ce sujet-là, qui est assez éloignée de celle de Laurent Wauquiez, même si ce dernier a mis un peu d'eau dans son vin par rapport à ces dernières années. Il essaye un peu plus de tenir les deux bouts du discours, entre d'un côté le discours eurocritique, partagé par une part des Républicains, et de l'autre, un discours plus européen partagé par une autre part des Républicains. Donc il essaye de tenir un peu les deux côtés du discours. Mais il n'empêche qu'il restera malgré cela beaucoup de différences sur le sujet avec Alain Juppé, qu'Alain Juppé l'avait déjà dit cet automne, il est en adéquation totale avec le discours européen d'Emmanuel Macron, et que donc, effectivement, il n'y aura pas de ralliement d'Alain Juppé à La République En Marche. Il l'a dit, il ne le fera pas. Là-dessus, c'est assez clair. En revanche, il peut y avoir un départ des Républicains et il peut y avoir, au moment des élections européennes, un geste clair d'Alain Juppé vis-à-vis de la liste que soutiendra Emmanuel Macron lors de ce scrutin. Oui, et en face, effectivement, vous l'évoquiez, Laurent Wauquiez dénonce un acharnement du gouvernement contre les classes moyennes. Il était interrogé par le journal du dimanche dernier. Laurent Wauquiez qui était donc tout à fait, qui déclenche les hostilités. Quelle est la stratégie exacte de Laurent Wauquiez près d'un mois après son élection? Souhaite-t-il justement élargir le spectre de la droite en touchant effectivement d'un côté les électeurs de Maël de Caëlan et les électeurs les plus à droite, ou souhaite-t-il incarner une seule ligne politique à droite? Il a déjà une priorité, c'est de faire réexister l'opposition. On l'a vu, après l'élection d'Emmanuel Macron, la droite a vécu plusieurs séismes, le départ de certaines de ses figures pour rejoindre Emmanuel Macron, une défaite lourde aux élections législatives, et ensuite, troisième temps, le choix d'Emmanuel Macron de largement empiéter sur les terrains de la droite pour gouverner, et on le voit encore ces jours derniers, ce qui fait que sa popularité est assez forte dans les rangs des sympathisants républicains. Donc Laurent Wauquiez veut déjà faire réentendre la droite, redonner un discours à la droite, la faire exister, et cela passe par une opposition, je dirais presque systématique, à Emmanuel Macron. On le voit, vous disiez, en faisant référence à l'interview du journal du dimanche, tout est prétexte à s'opposer à Emmanuel Macron, rien de ce qui ne fait n'est bon, du choix de réduire la circulation à 80 km/h sur les routes secondaires, aux ordonnances sur le travail que pourtant la droite avait soutenu cet automne, en passant par la loi immigration. Voilà, Laurent Wauquiez, il va s'opposer sans nuance. Alors ça va sans doute un peu plus détourner l'électorat de centre-droit des Républicains, ça va sans doute pousser un peu plus celui-ci dans les bois d'Emmanuel Macron, mais le calcul de Laurent Wauquiez est plutôt de récupérer des électeurs qui ont été déçus par Marine Le Pen, qui avaient beaucoup misé sur elle dans la perspective de la présidentielle, qui étaient des déçus de la droite, et l'idée de les faire revenir, maintenant que Marine Le Pen a un genou à terre, en tenant un discours sans concession, de droite, très affirmé. Oui, et en même temps, Laurent Wauquiez a tout de même recruté dans sa garde rapprochée, composée d'une quinzaine de personnes, Virginie Calmels,
l'adjointe d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux et qui, elle, a pourtant partagé pendant des années des idées tout à fait juppéistes. Oui, c'est vrai, mais elle est un peu noyée dans une direction dont la couleur est quand même très marquée. Guillaume Pelletier, l'autre vice-président des Républicains, incarne une ligne qui est à l'opposé de celle de Virginie Calmès. Et d'ailleurs, celle-ci a très mal pris sa nomination à ses côtés. C'est quelqu'un qui vient du Front National, qui a des positionnements très antilibéraux, extrêmement qui provoquent et qui vont provoquer sans doute beaucoup de débats au sein des Républicains. Il y a Lydia Guirouch, la porte-parole, il y a Gilles Platré, le maire de Chalon. Tout ça, c'est pas du tout la ligne politique de Virginie Calmès. Donc celle-ci, même si elle a été choisie comme vice-présidente lors de la campagne de Laurent Wauquiez, parce que celui-ci voulait faire un coup, voulait montrer qu'il élargissait, voulait montrer que même des proches d'Alain Juppé pouvaient le soutenir, elle aura une influence extrêmement marginale. Oui, et donc finalement, malgré tout, Laurent Wauquiez reste dans ce discours politique où on cherche à récupérer le maximum de personnes possibles. Ludovic Vigogne, on compare beaucoup Nicolas Sarkozy à Laurent Wauquiez, tant sur le fond que sur la forme. Êtes-vous d'accord avec cette analyse ? Pas tellement. D'abord, sur le plan humain, les deux hommes ne se ressemblent pas vraiment. Il a beaucoup d'affect, Nicolas Sarkozy. Quand vous êtes dans une pièce avec lui, vous lisez à livre ouvert sur son visage. Laurent Wauquiez, c'est quelqu'un de plus dur, c'est quelqu'un de plus dissimulé. Il a un côté un peu plus mécanique. On le compare à Jacques Chirac, à juste titre. Jacques Chirac, il était mécanique. C'était très difficile de lire sur son visage, de savoir ce qu'il pensait vraiment, intérieurement, profondément. Ensuite, sur le plan politique, Nicolas Sarkozy, il avait un credo, c'était rassembler. Il pouvait tenir des discours assez durs, il tendait toujours la main, il essayait malgré tout d'avoir la direction la plus collégiale. Laurent Wauquiez, il partage moins cela, il n'a pas peur d'aller au clash, même s'il a proposé à Valérie Pécresse de devenir la présidente du Conseil national. Celle-ci a refusé parce que Laurent Wauquiez lui-même n'en avait pas très envie, en fait. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, et sur le fond et sur la forme. Oui, et autre dossier pour Laurent Wauquiez avant les futures élections européennes, municipales, qui nous mèneront à la présidentielle. La réduction de la dette de 55 millions d'euros du parti. Le nouveau président devrait rencontrer les banques durant le premier trimestre et trancher entre plusieurs options, notamment en ce qui concerne le siège parisien rue de Vaugirard, c'est-à-dire vendre quelques étages ou la totalité, voire en louer une partie. Oui, les Républicains étaient déjà en situation financière très difficile avant la présidentielle. Il est sûr que la double défaite qui a été connue à cette époque-là, avec la défaite de François Fillon, puis la défaite aux législatives, va faire que encore moins d'argent va rentrer dans les caisses du parti, et donc la situation financière va encore s'aggraver, et il va y avoir effectivement un choix à faire. Est-ce que les Républicains gardent leur siège, ou bien est-ce qu'ils le vendent pour essayer un peu d'éponger la dette? Ça, c'est Laurent Wauquiez qui va faire ce choix. Je crois qu'il le fera aux alentours de mars. Et voilà, il va y avoir un dialogue avec les banques pour essayer d'avoir un peu d'oxygène sur le plan financier. Est-ce qu'il y a une autre solution que vendre le siège? Je ne sais pas, mais c'est sûr que la situation financière des Républicains est aujourd'hui catastrophique. Oui, catastrophique et alarmante, mais néanmoins ce n'est pas le seul parti à connaître cette situation. On va terminer, Ludovic Vigogne, sur l'Europe. Effectivement, on s'en souvient, en 2011, l'ancien ministre des Affaires européennes de Nicolas Sarkozy, justement, Laurent Wauquiez, avait publié un livre, Europe, il faut tout changer. Alors Laurent Wauquiez n'est pas Philippe Séguin, mais son positionnement européen est un vrai problème pour un bon nombre de membres des Républicains. En 2019, il va donc falloir trancher du côté des Républicains et du côté de chez Laurent Wauquiez et afficher une ligne claire, en tout cas, en ce qui concerne les futures européennes. Oui, alors,
le livre, il avait sorti en 2014, à l'occasion des élections européennes de 2014, et notamment, il proposait de créer un noyau dur de pays européens à 6 seulement. Voilà, et ça avait fait beaucoup de débats à l'époque, et ça avait suscité beaucoup de colère, notamment d'Alain Juppé. Ceci explique cela. C'est sûr que là, Laurent Wauquiez ne tiendra pas le même discours, un discours aussi radical qu'à l'époque. Il a déjà amendé sa position durant sa campagne pour la présidence des Républicains en réaffirmant, je le cite, « Je suis profondément européen ». Donc, il essaye déjà de donner des gages. Mais il ne négligera pas non plus la frange extrêmement eurocritique, souverainiste au sein des Républicains. C'est à la France populaire, à la France ouvrière que Laurent Wauquiez veut envoyer des messages pour faire revivre la droite. Et cette France-là, elle est très peu pro-européenne. Elle s'estime plutôt laissée à la marge. Elle est très critique vis-à-vis de Bruxelles sur le plan de l'immigration, par exemple, ou sur la directive du travailleur détaché. Donc, Laurent Wauquiez va envoyer des signaux à cette France-là, et les signaux qu'il enverra, c'est des signaux qui seront très peu favorables à l'Europe. Il faut dire aussi qu'Emmanuel Macron, lui, défendra une ligne très pro-européenne, et que donc, dans la logique de ce que je vous ai dit plus tôt, Laurent Wauquiez, qui veut faire réexister la droite, qui veut faire réexister l'opposition, eh ben lui, il prendra l'autre ligne, qui est une ligne beaucoup moins européenne, pour se faire entendre et pour essayer de faire renaître les Républicains. Oui, et dans ce contexte, quel avenir pour le Front National? Là aussi, les choses semblent se corser. Alors, on verra. Ce qui est sûr, c'est que le Front National, il est en très mauvais état. Il va mettre des années à se remettre de l'échec de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Mais malgré tout, il y a un petit avantage, c'est que Laurent Wauquiez, lui, il sera obligé de tenir un discours un tout petit peu nuancé. Le Front National, lui, ne tiendra un discours qui sera en rien nuancé sur le plan européen. Donc, ça l'aidera peut-être à être un peu plus audible. Mais, il faut se souvenir qu'en 2014, le Front National était sorti premier parti de France avec à peu près 24% des suffrages. On ne voit pas comment il rééditerait un tel exploit, surtout après le départ de Florian Philippot, qui fera sans doute une liste. Et donc, c'est aussi un parti qui risque de perdre par rapport à 2014. Et ça aussi, ce sera souligné. Oui, en tout cas, il sera intéressant d'analyser dans les prochains jours, puisque une première élection législative partielle aura lieu dans le territoire de Belfort ce week-end, donc le 28 janvier, et avec un second tour le 5 février. Et on s'attend à une bataille entre le FN et les Patriotes. C'est-à-dire qu'il y a, pour la première fois, les Patriotes, le parti de Philippot, qu'il a lancé cet automne, présente des candidats, et donc présente un candidat face au Front National, et donc effectivement sur le terrain, ça provoque des bisbilles. Il y aura notamment des jours où il y aura d'un côté Florian Philippot qui sera là pour soutenir sa candidate, et puis de l'autre Gilbert Collard qui sera là pour soutenir le candidat du FN. Il y aura aussi une autre législative partielle à ces mêmes dates, qui sera dans le Val d'Oise, dans la première circonscription du Val d'Oise. Voilà. Oui, dans le Val d'Oise, et qui opposera cette fois-ci Ludovic? Alors, ça oppose tous les partis, y compris dans le territoire de Belfort. Dans le territoire de Belfort, c'est un député, les Républicains, qui a été annulé, et ça se jouera entre ce député, les Républicains annulés, Yann Boucard, qui est candidat à nouveau, et le candidat du Modem, qui est soutenu par la majorité présidentielle, qui s'appelle Christophe Grudler. Grudler avait perdu à 279 voix en juin. Ça sera serré. On verra. Voilà, ce sera très serré. Oui. Dans le Val d'Oise, c'est une députée La République En Marche qui avait été annulée et qui est logiquement favori du scrutin. Oui, on imagine. Merci beaucoup, Ludovic Vigogne. En tout cas, on peut lire l'ensemble de vos articles consacrés à la droite et à l'extrême droite dans le quotidien français L'Opinion. Et à très vite sur C'est l'Info.
Merci à vous. Allez, vous êtes toujours en direct sur C'est l'Info dans C'est l'Info justement, et c'est le duplex avec Franck Payavan. Bonjour Franck. Bonjour Martin, bonjour à tous. Vous êtes toujours en direct, en duplex plutôt, puisque nous enregistrons donc cette émission ce mercredi 17 janvier, il est 15h20 et vous êtes en duplex de Barcelone. Pourquoi Barcelone ? Je crois qu'il s'est passé de nombreuses choses cette semaine. Oui, c'est surtout ce mercredi qu'il s'est déroulé une chose très importante, c'était la première session parlementaire depuis les élections du 21 décembre dernier. Alors bien sûr, tout le monde était sur l'écran, les députés bien sûr, également la sécurité, l'accès au Parlement et même au parc qui l'englobe était fermé au monde pendant les dernières 24 heures. Et ça fait que quelques minutes à peine qu'on peut enfin y accéder. Quasiment tous les députés sont déjà partis et même certains militants indépendantistes les attendaient à la sortie du parc ce midi. Oui, et alors quid de Carles Puigdemont ? On sait qu'il est toujours en Belgique et il devait être initialement élu ce jour. Oui, alors c'est un petit cafouillage qu'il y a eu entre le service communication, les informations. Enfin, pour résumer en tout cas, aujourd'hui c'était l'élection du président du Parlement et c'est Jorge Torrent qui l'a emporté, le candidat de Esquerra Republicana, la gauche républicaine, qui s'est donc allié avec Junts per Catalunya pour choisir ce candidat. Mais l'autre condition était tout simplement de laisser la place à Carles Puigdemont pour la candidature à la Généralité. Cette candidature, elle va être votée, bien sûr, ça sera le 31 janvier prochain, ici, toujours à Barcelone, dans ce Parlement de Catalogne. Eh bien oui, Franck, vous essayez d'avancer un petit peu comme ça le cours de l'histoire. On ne sait pas trop ce qui se passe. Justement, y a-t-il eu des éventuelles alliances ? Alors oui, c'est ce que je vous disais, on était sur une certaine incertitude. On savait qu'Esquerra Republicana et Junts per Catalunya, le parti de Carles Puigdemont, allaient travailler ensemble, c'est sûr, hein, ce sont les deux plus grands partis indépendantistes, mais il y avait toujours cette crainte de voir un autre candidat en lice. Finalement, ils se sont mis d'accord très tard, mardi soir, c'est-à-dire la veille de l'élection, pour annoncer qu'officiellement, ce sera Jorge Torrent qui sera candidat pour la présidence du Parlement. Il a été élu, et Carles Puigdemont, là on le saura le 31 décembre, pour l'élection à la présidence de la Généralité de Catalogne. Ouais, et alors quid justement Franck de la mobilisation, que ce soit pro-indépendantiste ou anti-indépendantiste ? Alors déjà, mardi soir, il y a eu plusieurs grands rassemblements un petit peu partout en Catalogne, devant les mairies des grandes villes et ici à Barcelone, devant l'Arc de Triomphe, de la part des militants indépendantistes pour demander la libération des prisonniers politiques. Ils étaient très nombreux dans les rues. Et puis aujourd'hui, étant donné que l'accès au Parlement était fermé, ils se sont tous donné rendez-vous, là encore, devant l'Arc de Triomphe pour suivre sur un écran géant les votes et la première session parlementaire. Ils étaient des centaines avec des drapeaux catalans. Et puis également, à la fin, on a pu en entendre certains chanter l'hymne national catalan. Oui, et l'ambiance était justement relativement bonne. Les gens qui étaient censés travailler sont allés au travail, ou ils sont, puisque nous sommes mercredi, où ils sont allés à cette mobilisation ? Non, c'était surtout, on va dire, des personnes qui n'avaient plus de travail, tout simplement, soit parce qu'elles étaient âgées, soit parce qu'elles étaient très jeunes. Mais en tout cas, il y avait une mixité de cultures. Les gens allaient travailler, bien sûr. Certains suivaient les résultats comme nous on l'a fait, sur nos smartphones ou sur leur écran de télévision. C'était pas une journée très particulière, hein, c'était tout simplement la première session parlementaire. Peut-être que le 31 janvier, il y aura peut-être un petit peu plus de monde pour suivre l'élection de la présidence de la Généralité. C'était une session comme on en connaît en France lors de la première session à l'Assemblée nationale après les élections législatives. Oui, et vous avez pu croiser des touristes ? Oui, alors la vie touristique continue de vivre, hein. C'était une crainte des habitants de Barcelone, mais oui, il y a toujours des touristes, que ce soit des Français, des Allemands, de toutes les nationalités, il y en a toujours autant. Peut-être la seule chose, pour revenir à l'aspect médiatique, que je connais bien, il y avait moins de journalistes, on peut le dire, que pour les élections ou que pour le début de la crise catalane. Hier soir, devant le Palais de la Généralité, là on fait nos directs habituellement, il n'y avait aucun journaliste, et là on était ce matin à la manifestation, on n'était que 5 journalistes, que des Espagnols, et bien sûr c'est l'info pour la France. Oui, donc dans le calendrier, hein, on retiendra cette date du 31 janvier où Carles Puigdemont devrait briguer donc un nouveau mandat en tant que président de la Catalogne. Hein, n'est-ce pas Franck ?
Oui, pardon Martin, oui effectivement, ça sera ça le 31 janvier prochain. Alors maintenant on va voir comment tout cela va se passer parce qu'il y avait une crainte pour commencer aujourd'hui, c'était celui du vote des prisonniers politiques. On ne savait pas s'ils allaient pouvoir déléguer leur vote ou pas. Finalement ça a été accepté pour les députés qui en ont fait la demande. Tout le monde ne l'a pas fait, par exemple les anciens ministres catalans qui sont actuellement aux côtés de Carles Puigdemont et Carles Puigdemont en personne n'ont pas souhaité déléguer leur vote. Néanmoins on verra comment tout cela va se passer pour les prochains jours. En tout cas, pas de retour prévu pour Carles Puigdemont en Catalogne dans les prochains jours. Et bien voilà, merci beaucoup Franck Payavan qui s'est une nouvelle fois déplacé de Pau jusqu'à Barcelone avec son habituelle voiture et l'ensemble de sa bagagerie. Après donc Gourette et Biarritz. Les 2 dernières semaines. Merci beaucoup Franck et bon retour. De rien Martin, à bientôt. Hasta luego. Ici Londres, à présent avec Alexander Seal. Bonjour Alexander. Bonjour Martin. Comment allez-vous ? Ça va bien et vous ? Très bien, très bien. Alors avec vous, cette semaine, on parle d'économie. C'est la fin de partie pour le fleuron britannique Carillion. Lundi 15 janvier, le groupe de construction et de services s'est déclaré en faillite après l'échec de discussions avec les banques et le gouvernement pour maintenir à flot cette société qui est aujourd'hui lourdement endettée. Pourquoi une liquidation, Alexander, avec effet immédiat ? Quelle était la situation exacte de l'entreprise Carillion ? Donc tout d'abord, ce groupe britannique de construction Carillion, il a fait faillite faute d'accord sur son sauvetage. Donc d'abord, il y a des suscitant des craintes sur l'avenir des milliers d'emplois et des milliers de services publics qu'il assurait. Il assurait des services pour des écoles, des prisons et des hôpitaux ici en Angleterre. Et donc, il y a une réunion d'urgence, un Cobra meeting, a été prévu aujourd'hui, donc lundi, pour faire face au problème de Carillion. Et le leader du Labour Party, Jeremy Corbyn, a attaqué le gouvernement et a dit que c'était un moment décisif pour Carillion. L'entreprise a eu des problèmes après avoir perdu de l'argent sur de gros contrats du service public et a accumulé d'énormes dettes d'environ plus de 1 milliard de livres sterling. Et donc la faillite de cette entreprise, elle est vieille de 200 ans. Et donc elle avait comme revenu plus de 5 milliards de livres en 2016 et plus de 1 milliard de livres l'année dernière en 2017. Secoue tout le Royaume-Uni pour plusieurs raisons. D'abord, 43 000 emplois sont menacés dans le monde, dont près de 20 000 emplois au Royaume-Uni. Ouais, c'est absolument énorme et donc ça fait un total, Alexander, de 43 000, vous le disiez. Au Royaume-Uni, beaucoup d'emplois et d'autres emplois qui sont localisés en Europe, c'est ça ? Oui, au Royaume-Uni notamment, 20 000 emplois, oui. D'accord. Alors justement, pensez-vous qu'il y a derrière cela un effet Brexit, si on peut parler d'effet Brexit ? Peut-être, mais je ne crois pas parce que certains prétendent que le groupe a dépassé les limites en prenant trop de contrats risqués qui s'avéraient non rentables. Il a également été confronté à des retards de paiement au Moyen-Orient, par exemple, qui ont eu des gros impacts sur les comptes bancaires de Carillion. Et donc, l'année dernière, Carillion a publié 3 avertissements sur les bénéfices en 5 ans et a déprécié de plus de 1 milliard de livres sterling de la valeur des contrats. Et donc, cela a rendu beaucoup plus difficile la gestion de sa dette montagneuse de 900 millions de livres sterling et de son déficit de 600 millions de livres. Donc, c'est vraiment un coup dur pour cette entreprise. Ouais, un coup dur et en tout cas le gouvernement a suivi de très près cette affaire, un gouvernement anglais qui s'est engagé dans des travaux de rénovation, notamment d'un hôpital à Liverpool et d'une LGV Londres-Birmingham, une ligne à grande vitesse avec des compagnies concurrentes, dont d'ailleurs plusieurs compagnies françaises. Oui, exactement. Donc
Carillion se spécialise dans la construction et de la gestion des installations et des immeubles. Il a travaillé sur des grands projets, donc par exemple sur l'expansion du stade d'Anfield à Liverpool ou par exemple du terminal 5 à Heathrow Airport à Londres. Et donc voilà, et sur cette ligne à grande vitesse, High Speed 2 notamment. Donc le gouvernement essaie de sauver vraiment cette entreprise, mais à mon avis, ça va être très très difficile. Et donc la liquidation de cette société va désormais être orchestrée par le cabinet PwC et par un responsable désigné par le tribunal des faillites. Et donc, il y avait beaucoup de discussions le week-end dernier avec des représentants du gouvernement et des créanciers dans l'espoir de réduire la dette de Carillion. Et donc, voilà, il y a à part les... et par exemple, il y a beaucoup de projets de construction qui sont retardés aussi liés à Carillion aussi. Voilà, pour une compagnie qui a été fondée en 1903 et qui a changé de nom en juillet 99 pour s'appeler finalement Carillion. Alexander, on va terminer avec vous donc cette chronique par parler d'un sujet un petit peu plus détendu, je dirais moins économique, puisque dimanche soir, la reine Elisabeth II a accordé un entretien exceptionnel à la BBC. Il me semble que de mémoire, une reine ou un roi d'Angleterre n'avait jamais accordé une interview télévisée de cette manière. C'était une entrevue où la reine a pu notamment s'épancher sur sa couronne et le poids exceptionnel de sa couronne. Exactement, donc j'ai regardé ce documentaire, cette interview ça s'appelait The Coronation, c'était sur BBC One dimanche soir, et donc voilà, c'est la reine, elle a parlé à un journaliste, mais on se sentait qu'elle n'était pas à l'aise avec l'entretien, parce que je crois la reine Elisabeth II n'aime pas révéler certains aspects, de sa vie privée en fait. Donc elle était un peu froide quand elle a donné des réponses, quand on a donné quelques détails de son couronnement, par exemple, ou du couronnement de son père, le roi George VI, également. Et elle a aussi parlé, comme vous avez dit, du poids de sa couronne et aussi du poids de la carrosse quand elle a fait le tour de Londres, de Westminster Abbey au palais de Buckingham, et elle a dit que c'était très inconfortable. Mais c'était intéressant de voir des images d'archives et de voir la reine d'Angleterre en train de se livrer à un journaliste sur ce couronnement. Eh bien oui, on imagine effectivement une interview qui a dû être très suivie en Angleterre. Elle a été très très suivie. Et c'est une monarque qui a régné depuis de longues années. Et voilà, donc... dans le documentaire, le journaliste, il a dit que voilà, le couronnement de la reine Elisabeth II a vraiment donné une nouvelle ère à la famille royale, parce qu'avant, c'était son père... après le couronnement, après le règne de son père, le roi George VI, en fait. Et sans doute, le couronnement d'un futur monarque en Angleterre ne sera pas la même chose que le règne d'Elisabeth II, ça c'est sûr. Merci beaucoup Alexander Seal pour toutes ces précisions, bien d'une part autour de l'économie et du groupe Carillion, et puis évidemment autour de cette interview où l'on peut retrouver les meilleurs extraits sur le site de la BBC et bien évidemment sur internet, YouTube. C'était donc dimanche soir 14 janvier. À la semaine prochaine Alexander. À la semaine prochaine. Et bonne semaine sous le froid et le soleil londonien. Merci beaucoup.
Nouvelle rubrique à présent sur C'est l'info en partenariat avec le site internet voixdelhexagone.fr. On vous mettra bien évidemment le lien exact sur le site de C'est l'info. Et comme première représentante du site voixdelhexagone.fr, nous accueillons Ella Micheletti. Bonjour Ella. Bonjour Martin. Alors cette semaine, vous avez choisi d'évoquer les œuvres d'art, plus précisément les attaques, les réécritures des œuvres d'art au nom du politiquement correct. Oui, tout à fait Martin, parce qu'en effet, depuis des mois, on assiste à un véritable concours de fausses polémiques sur les œuvres culturelles au nom de la bien-pensance. On dénature, on réécrit, on modèle, on censure des œuvres au nom du féminisme ou par exemple de l'antiracisme. On a le cas surréaliste dernièrement d'un metteur en scène, Léo Muscato, qui change l'opéra Carmen de Bizet. À la fin de la pièce, il fait en sorte que ce soit Carmen qui tue Don José et non l'inverse. Car évidemment, tuer une femme, c'est mal. Mais tuer un homme est moins préjudiciable que tuer une femme, puisqu'on sait tous qu'il n'existe pas d'hommes battus ou tués par des femmes, et que tout meurtre ne se vaut pas apparemment. Le metteur en scène a toutefois expliqué à l'AFP: l'idée m'a été suggérée par le directeur du théâtre qui voulait que je trouve un moyen pour ne pas faire mourir Carmen. On reste d'autant plus estomaqué que la demande puisse donc venir d'un homme censé garantir la liberté d'expression et la liberté culturelle dans son établissement. Mais au Royaume-Uni, une avocate a aussi demandé l'interdiction de La Belle au bois dormant, car Aurore est endormie au moment du baiser donné par le prince Philippe, donc on ne peut pas être sûr du consentement de la jeune femme. Sans parler des débats sans fin sur la réédition des pamphlets antisémites de Céline, qui ont entraîné la suspension de la décision de Gallimard. Dans un autre registre, on a aussi les Américains qui s'attaquent à Autant en emporte le vent au nom de l'antiracisme. Et de manière moindre, on peut régulièrement lire des articles en ligne qui s'attaquent à des anciennes séries telles que Friends, accusées d'homophobie, de sexisme, ou même de très vieux livres comme Le Club des 5, accusé lui aussi de sexisme et de racisme. N'oublions pas non plus la polémique de ces dernières années, Tintin au Congo. Un étudiant d'origine congolaise avait saisi la justice contre cette BD d'Hergé, soutenue par l'association française antiraciste Le Cran. Le tribunal avait cependant débouté le plaignant, car selon lui, il n'y avait pas d'intention raciste dans l'album. On ne va pas s'étendre sur l'imbécilité même que constituent ces chars de défense de la morale, du modernisme et du progressisme, et sur ces chasseurs du moindre mot, mais plutôt que de se pencher sur chaque cas particulier, il vaut mieux tenter d'appréhender ces traques et ces faux scandales au regard de nos sociétés occidentales. En effet, que nous disent ces chercheurs de petites bêtes occupés toute la journée à décortiquer les œuvres et à les modifier? Eh bien, premier point, tout d'abord, qu'il s'agit là d'une tendance générale. C'est une tendance générale de l'Occident, malheureusement, à verser dans la repentance. Cette volonté de réviser des œuvres culturelles va totalement de pair avec un autolynchage permanent du vieux monde pour son histoire. On le voit depuis des années dans le domaine de l'histoire de France et de son enseignement à l'école. L'historien Dimitri Casali ne cesse de le répéter. Sur son site internet notamment, il écrivait, lors de la sortie de son livre « Nouveau manuel d'histoire », les programmes de l'éducation nationale mettent en avant une vision binaire et réductrice de l'histoire, entre oppresseurs et opprimés, souvent nourrie de notre perpétuel sentiment de repentance, d'une histoire privilégiant les évolutions économiques aux événements et aux hommes célèbres, négligeant certains épisodes majeurs de notre passé. Il s'agit là d'une remise en cause du passé historique, mais finalement, la condamnation et le mea culpa permanent pour les œuvres culturelles n'est que la nouvelle étape d'un processus dangereux qui entraîne une fragmentation toujours plus grande des sociétés occidentales. L'Occident déteste son histoire, mais il déteste aussi ce qu'il a culturellement produit, et qui ne coïnciderait pas avec les dogmes qui l'érigent au XXIe siècle, lesquels devraient être entendus et acceptés sans broncher par tout un chacun. Deuxièmement, on peut y voir là une volonté pour le moins liberticide de gommer toute différence, toute voix discordante. En effet, tout le monde le sait, les œuvres culturelles peuvent très souvent refléter les sociétés humaines. Or, ces dernières sont faites de bons et de mauvais sentiments. Il existe des millions d'hommes, des millions de femmes, des millions de caractères et des défauts parfois exacerbés. Mais l'humanité est ainsi faite. Il faut continuer de créer des personnages variés, hauts en couleurs, pétris de contradictions qui représentent la complexité du monde et des âmes. La culture n'a pas à devenir un contre-miroir des sociétés humaines. Toute œuvre culturelle puise ses racines dans son époque et son contexte, mais surtout dans l'analyse des caractères humains. Nous ne sommes donc pas au pays des bisounours. Il existe des hommes et des femmes violents, méchants, cruels,
n'en déplaise aux féministes ou aux associations antiracistes, ça fait de très bons personnages dans les romans et dans les films. Les grands méchants des œuvres culturelles sont même parfois ceux que le public préfère. En outre, c'est le cœur même de la culture, la diversité. Pour ces révisionnistes d'un nouveau genre, la diversité n'a de valeur que si elle s'insère dans leur schéma de pensée. Autrement dit, il ne s'agit plus de diversité, puisque cette dernière est liée à la liberté. Donc sans liberté, pas de diversité, même si cette dernière peut se révéler blessante parfois. Troisièmement et dernier point, il y a un danger beaucoup plus grand qui guette au-delà de quelques articles idiots sur les albums pour enfants Martin ou la série Friends. Ce danger, c'est la vocation quasi prophétique que certains militants pensent avoir, celle de créer un homme nouveau et un changement de civilisation. En effet, s'attaquer aux cultures, qu'elles soient littéraires, historiques, cinématographiques, c'est finalement s'attaquer à une civilisation et à des racines très ancrées en nous, même parfois inconsciemment. Toutefois, cette quête de l'homme nouveau n'est pas nouvelle. Le communisme, à travers le stalinisme et le maoïsme, l'a expérimenté pendant un siècle de régime totalitaire. Aujourd'hui, il n'est pas question de la recherche d'un homme nouveau au sens de la lutte des classes. Le curseur a changé. Il s'agit de celle d'un homme nouveau, mais au sens de la lutte raciale et de la lutte des sexes. Donc au final, il s'agit d'une guerre de l'humanité, menée insidieusement, donc sans armes physiques, mais avec des armes tout de même redoutables, qui sont la condamnation et le lynchage social, la perte de la réputation, et même l'utilisation de la loi, pour verrouiller ce que l'humanité a donc de plus cher, la culture. Toutefois, je pense qu'on peut en conclure et se rassurer que ces polémiques restent des polémiques de citadins, mondialisés et moralisateurs. On peut juger cette tendance inquisitrice avec les clés de lecture employées par le géographe Christophe Guilluy dans ses ouvrages La France périphérique, Fracture française et Le crépuscule de la France d'en haut. Les auteurs de ces faux scandales aboient très fort, grâce aux réseaux sociaux qui portent parfois mal leur nom, puisqu'ils permettent surtout de crier plus fort que les autres et de partager des tweets incendiaires, mais sans débat possible. Ces polémiques trouvent un écho en France, évidemment, et tous ces contributeurs représentent finalement une France hyper connectée, minoritaire, surtout parisienne, autrement dit la France des centres-villes. Au contraire, la majorité des Français qui constituent ce que Guilluy appelle la France périphérique sont à des années-lumière de ces futilités. Soit ils ne sont pas au courant, soit ils ne les comprennent pas à raison. Tous ces sujets sont l'apanage d'un microcosme qui aime se regarder le nombril, se prendre pour le Messie et se lamenter. Donc pas d'inquiétude réelle à avoir, ils sont loin de pénétrer dans tous les territoires français. Oui, alors justement, néanmoins est là, quelles sont les solutions qui pourraient être apportées à tous ces problèmes évoqués ? Alors tout d'abord, Martin, la résistance intellectuelle, ça peut paraître bateau, mais elle est très très dure à mettre en œuvre tous les jours. Surtout ne pas céder à la culpabilisation, sauf que nous sommes des êtres de chair, de sang, nous avons un cœur, et la culpabilisation fait facilement son effet. Sauf que ça ira toujours plus loin. Si on donne un avant-bras et qu'on refuse de lire Céline ou de le rééditer, on finira par donner le bras entier et on aboutira à des purges culturelles. On voit déjà que ça touche la pub. Par exemple, les publicités sexistes n'ont bien sûr plus le droit de citer, mais on peut également citer le cas d'une jeune mannequin, Émilie Raczkowski, qui a été incendiée très récemment parce qu'elle a fait une campagne de publicité pour des produits de cheveux et elle a fait le lien entre féminité et cheveux et on a considéré que c'était porter atteinte aux femmes qui n'avaient pas de cheveux. Vous voyez, ça va toujours plus loin, toujours plus loin. Des petits détails aussi comme la cigarette de Lucky Luke qui a été remplacée par un brin de paille il y a déjà des années. Les gens l'ont complètement oublié, mais c'est vrai. Ensuite, je pense qu'il faut développer l'esprit critique des gens et surtout leur faire confiance. Voilà, il ne faut pas tout prendre au premier degré, il faut savoir faire la part des choses, parfois entre un auteur et ses œuvres. On aurait tort de se priver d'œuvres magnifiques, tout simplement. Je pense par exemple à un auteur qui est tombé un peu en désuétude aujourd'hui et qui fait moins polémique, mais qui faisait polémique à une certaine époque, qui est Monterland, avec sa série Les Jeunes Filles. C'est un livre, enfin une série de 4 livres qui sont brillants, mais effectivement, il y a énormément on pourrait dire, d'une certaine forme de sexisme, et on aurait tort de se priver d'œuvres aussi belles au nom d'une certaine morale ou au nom de bons sentiments. Je ne sais plus qui disait qu'on ne fait pas forcément de la bonne littérature avec des bons sentiments. Il faut avant tout aimer les mots, aimer la culture, et
garder son esprit critique, tout simplement. Oui, voilà. En tout cas, les explications effectivement sur ce sujet de Ella Micheletti. Merci beaucoup Ella d'avoir participé donc à cette émission au nom du site internet des Voix de l'Hexagone, voixdelhexagone.fr, un webzine d'actualité. C'est bien cela. Oui, c'est tout à fait ça. Sur lequel on peut retrouver des différents articles, que ce soit en politique, avec notamment un article récemment consacré à la limitation à 81 km/h, mais également sociétaux, plus médiatiques, autour des fake news, ou encore un interview récemment réalisé donc par vos soins d'un docteur en sciences politiques à propos de la sécurité dans le Golfe et en particulier sur la politique que mène le Qatar. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Ella Micheletti, et à très vite sur C'est l'Info. Merci beaucoup Martin. Voilà, retenez l'adresse voixdelhexagone.fr.